Bonjour et bienvenue dans Regard de dirigeant. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les enjeux qui se jouent derrière les essais cliniques. Alors, les essais cliniques, on comprend assez intuitivement que ça concerne la santé de tous, mais ce qu'on voit un peu moins, ce sont les implications pour toutes les entreprises du secteur. Parce qu'en fait, les enjeux qui se jouent derrière les essais cliniques, ça touche à la gestion de la donnée, aux avancées technologiques et à la réglementation. Mais donc, pour un peu mieux comprendre ce qui se trame derrière tout ça, on va en parler avec vous, Ludovic Moulin et Arnaud Levin-Chavanon, puisque vous avez cofondé une société qui s'appelle, un cabinet de conseil qui s'appelle Obélisque. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et est-ce que vous pouvez, pour un peu mieux comprendre et poser le contexte, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer simplement ce que sont les essais cliniques et quels sont leurs enjeux, en fait, dans le développement d'un nouveau médicament ? Bien sûr. Alors, quand vous ou moi allez à la pharmacie acheter un médicament, ce médicament est en vente après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation de mise sur le marché est donnée en fait par les autorités de santé qui se basent sur tout un ensemble de données qui ont été recueillies lors d'essais cliniques. Ces essais cliniques sont ce qu'on appelle sponsorisés par un laboratoire pharmaceutique et sont en fait gérés par des médecins qui font participer leurs patients à ces essais et recueillent tout au long d'un essai clinique les données de sécurité et d'efficacité. Toutes ces données sont analysées par le laboratoire pharmaceutique et transmises aux autorités de santé qui, au vu des données, décident oui ou non d'approuver le médicament qui se retrouvera en cas d'accord en pharmacie et vous pourrez désormais l'acheter. Et qu'est-ce qui vous a conduit à fonder Obélisque ? Parce que vous étiez tous les deux déjà dans le secteur depuis de nombreuses années. Donc, est-ce que vous avez observé, je sais pas, un manquement ou... Oui, tout à fait. Puis c'est une belle histoire, parce qu'Arnaud et moi-même, on était collègues donc dans une grande biotech américaine qui était basée en Suisse. Et donc, en plein milieu de la pandémie, on a décidé comme ça de se lancer un petit défi entrepreneurial, de se faire confiance et de se lancer justement en consulting. Et donc, on a commencé nos activités en septembre 2020. Donc, au tout début, c'était que Arnaud et moi-même. On avait 2 clients et maintenant, 4 ans et demi plus tard, donc on a une équipe de 5 consultants et on travaille aussi avec une 50aine de consultants basés un peu partout dans le monde et on a un portfolio maintenant d'une 60aine de clients. Donc, nos clients vont être, ça peut être une petite biotech, un spin-off d'une université et ça va jusqu'à la grande multinationale avec plusieurs milliers d'employés. Et au niveau géographique, je dirais qu'il y a un tiers de nos clients qui sont basés en Suisse. Le deuxième tiers est en Europe, avec plusieurs qui sont en France. Et le dernier tiers, en fait, est partagé entre l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie. Et donc, en tant qu'entreprise, donc pour nous, on a ouvert cette année, en fait, une filiale en Pologne. Donc, bien qu'on soit basé en Suisse, on vise aussi un peu l'extérieur. Et l'année prochaine aussi, on visera à ouvrir une branche aux États-Unis. Et donc nos services, en résumé, consistent donc à l'établissement pour les laboratoires pharmaceutiques et les biotech de systèmes de management de la qualité. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, on va rédiger toutes leurs procédures qui vont détailler comment réaliser des essais cliniques. On va aussi réaliser des audits, donc partout dans le monde, des audits de process, des audits d'hôpitaux. On va aussi réaliser beaucoup de formations et également, comme je mentionnais précédemment, les autorités de santé. On va aider les pharmaceutiques, les sociétés pharmaceutiques à se préparer aux inspections des autorités de santé. Et vous rappelez aussi souvent l'importance des bonnes pratiques. Donc, ce sont les GCP, les Good Clinical Practices. Mais donc, en quoi est-ce qu'elles sont vraiment essentielles, selon vous, votre opinion, pour garantir la sécurité ou la sécurité ou la qualité peut-être des essais cliniques ? Exactement. Alors, en fait, ce sont effectivement des directives qui existent depuis plusieurs années et qui permettent de conduire les essais cliniques de façon éthique, avec toujours au centre des préoccupations la sécurité du patient, évidemment, et la fiabilité des données. Donc, c'est un ensemble de normes qui sont applicables à l'international et qui sont primordiales, en fait, si vous voulez, pour couvrir justement cet aspect de qualité. Et ce qui est important aussi de tenir en compte, c'est que justement, ces essais cliniques impliquent énormément de personnes. Donc, il peut y avoir plusieurs hôpitaux qui vont y participer. Ces hôpitaux sont situés un peu partout. Il peut y avoir 20 pays impliqués, plus des centaines de centres.
Et donc, avoir ces bonnes pratiques cliniques, ça nous permet d'avoir un langage commun pour se comprendre et uniformiser, je dirais, les pratiques lorsqu'on parle d'essais cliniques. Et est-ce qu'il y a des idées préconçues sur la compliance? Parce que la compliance, c'est un peu le sujet du moment, mais comment est-ce que les entreprises réagissent? Tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on parle de compliance ou un peu plus large en assurance qualité, c'est souvent perçu comme un boulet, un frein à l'innovation, alors que c'est pas du tout le cas, parce qu'avoir un bon système qualité et intégrer en fait un concept de qualité très très tôt en fait dans l'élaboration de projets permet de garantir justement la qualité du produit, la sécurité des patients et tout le monde se porte mieux, quoi. Et juste pour rajouter à ce que vient de dire Ludovic, excusez-moi, c'est vrai, pour revenir à votre question, en général, une bonne partie de nos activités consiste à réaliser des audits et c'est vrai que en tant qu'auditeur, le risque est d'être perçu comme des policiers qui viennent dire, bon, voilà, ça, c'est mal, etc. Nous, c'est absolument pas notre façon d'opérer. Nous, vraiment, quand on travaille avec nos clients, on fait partie du même bateau et on est là pour identifier ce qui va bien, identifier également ce qui va moins bien, des axes d'amélioration, d'expliquer pourquoi ça s'est mal passé, c'est-à-dire basé sur quels critères, quelle réglementation, et ensuite d'aider si vous voulez, à élaborer des plans d'action correctives et préventives pour justement corriger la situation. C'est pas uniquement dire ce qui va mal, parce que là, ce sera vraiment trop restreint, si vous voulez. Et sur le sujet, vous avez récemment publié une roadmap 2024-2025 sur toutes les réglementations à venir. Donc peut-être que déjà on pourrait rappeler quelles sont les réglementations à venir, parce que ce qui fait défaut parfois pour les entrepreneurs, c'est justement d'avoir en tête toutes ces différentes deadlines et aussi quels seront les enjeux pour les entreprises de toutes ces réglementations. Alors, je suis ravi que vous ayez vu notre roadmap. Effectivement, on l'a publié sur notre site internet cette année. Il y a eu effectivement beaucoup de changements de réglementation, de nouvelles réglementations ou des réglementations qui ont été mises à jour en 2024 et beaucoup à venir en 2025 au niveau local, au niveau régional ou au niveau international. Mm-hmm. Une des plus grandes, qui va arriver, c'est le changement des réglementations, ce qu'on appelle ICH, donc les GCP ICH, que tout le monde attend avec ferveur. Et là, effectivement, et ça va être extrêmement important pour les différentes sociétés. Enfin, c'est toujours important de savoir ce qui arrive, quelles sont les nouvelles réglementations ou les changements de réglementation afin de pouvoir en fait adapter ces processus aux nouvelles normes. Et ça, c'est une difficulté que peuvent rencontrer les sociétés qui n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir aller toujours vérifier les nouvelles réglementations internationales ou même locales. Et aussi, si on pense que ces réglementations sont applicables non seulement pour les entreprises pharmaceutiques, mais aussi pour les prestataires de services qui vont supporter ces entreprises et aussi les hôpitaux qui vont rencontrer les patients, effectuer les études cliniques, eh bien, c'est important de se rendre compte qu'il y a un impact en fait à tous les niveaux. Et c'est clair que si on pense en milieu hospitalier, parfois, lorsqu'on vient resserrer un peu la vis ou mettre certaines normes un peu plus rigides, mais ça demande énormément de ressources et de préparation pour s'assurer en fait que, on parlait de compliance plus tôt, donc on va bien respecter en fait ces nouveaux règlements. Et ce qui est intéressant avec votre métier, c'est que j'imagine que vous êtes aussi aux premières loges pour voir ce qui se passe dans l'industrie et donc aussi pour voir les innovations. Mm-hmm. Et donc, à cet égard, quelles sont les innovations qui ont plus retenu votre attention? Et est-ce que, selon vous aussi, l'innovation, elle se situera où dans les années à venir? Mais c'est clair que de par le contact qu'on a avec nos clients, on a justement la chance de voir justement ces derniers gadgets médicaux en fait arriver sur le marché. Et je peux donner quelques exemples. Il y a un de nos clients justement, on travaille beaucoup en oncologie, qui veulent utiliser donc des bactéries comme vecteurs de traitement qui vont injecter dans des tumeurs cancéreuses. Un autre de nos clients utilise une technologie vraiment intéressante où le patient, en fait, on lui fait une prise de sang. On arrive à isoler les cellules de son système immunitaire. Mm-hmm. On les forme à reconnaître les cellules cancéreuses. On les multiplie. On les remet dans l'échantillon sanguin. On les réinjecte au patient. Et donc, maintenant, c'est son propre système immunitaire, en fait, qui se trouve à combattre les cellules cancéreuses. Donc, on s'éloigne un peu, je dirais, de l'aspect chimique, si on peut dire, traditionnel de l'industrie pharmaceutique. Et surtout, lorsqu'on se concentre un peu plus au niveau oncologie, mais je pense qu'on va voir naître des traitements qui sont très, très ciblés et on s'éloigne d'une solution qui est valable pour tous. Donc, grâce à la génétique, on va avoir des traitements qui seront beaucoup plus ciblés au cas spécifique d'un patient et en étant plus ciblés, à ce moment-là, on a plus de chances d'avoir des résultats.
Et j'ajouterais, alors ça c'est effectivement tout à fait exact au niveau scientifique et au niveau technologique également. Moi, j'ai quelques années d'expérience dans ce domaine. C'est vrai que lorsque j'ai commencé, tout était par exemple papier. Tous les processus étaient faits de façon papier. Et maintenant, tout est électronique. Donc ça a évolué et ça évolue encore. Et évidemment, avec maintenant l'implémentation de l'intelligence artificielle, on va avoir dans ces prochaines années des changements radicaux de la façon de réaliser les essais cliniques où je pense qu'on verra de moins en moins de participants, de gens qui participeront et qu'une partie plus ou moins grande sera remplacée en fait par justement de l'intelligence artificielle. Et est-ce qu'il y a un dernier message que vous voudriez adresser, par exemple aux dirigeants d'entreprises du secteur, que ce soit sur leur vision, la rigueur à avoir pour 2025 ? Oui, tout à fait. Mais en fait, un des messages clés, c'est vraiment en fait que la qualité se prépare en amont. Donc, c'est très, très important en fait d'avoir ce mindset qualité pour leur permettre en fait d'arriver, de mener leur projet à bien. C'est vrai qu'on a vu des exemples, on a vu des entreprises pour lesquelles, en fait, ils ont vu que leur demande d'autorisation sur le marché a été refusée à cause de la qualité des données qui a été soumise. On a vu aussi des essais cliniques qui ont été retardés ou qui ont été complètement annulés. Et donc, si on pense au niveau corporatif, c'est clair pour une entreprise, c'est des délais, c'est des coûts, mais il faut aussi penser au patient qui, lui, attend d'avoir sur le marché un traitement qui va marcher pour lui. Et à ce moment-là, si on rajoute des délais, malheureusement, c'est le patient, au final, qui en souffre. Et donc, les maîtres mots, je dirais, si on peut résumer, seraient effectivement la proactivité, donc avoir quelque chose, des processus fiables, robustes, le plus tôt possible en amont. Le coût de la qualité, le coût de mettre en place un système qualité est beaucoup moindre que les coûts de non-qualité. Et évidemment aussi, c'est important d'avoir un système efficace de supervision des essais cliniques. Donc, le laboratoire pharmaceutique doit pouvoir superviser tout ce qui se passe dans son essai clinique au niveau des services, des prestataires, au niveau des patients de l'étude, et avoir une analyse de risque. Donc, tous ces éléments sont très importants à prendre en compte et doivent être bien pensés dès le début, si vous voulez, de la société ou dès le début d'un essai clinique, plutôt que trop tard. En tout cas, mille merci Arnaud et Ludovic de nous avoir présenté l'importance de nous avoir parlé de l'importance des essais cliniques, de la compliance et de toutes ces réglementations à venir. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.